Ravi de vous retrouver, Jean-Vincent Placé, sénateur. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité, Guillaume Alors, Durand. faisons un petit peu d'extrapolation, parce que tout à l'heure, on a donné l'essentiel des chiffres. Qui vous dit ce matin que finalement, on ne va pas se retrouver dans la même situation que Jacques Chirac, Jean-Marie Le Pen, étant la situation et le score de la gauche au cantonal. Alors, évidemment, les cantonales, c'est tout petit, mais le risque, il est quand même là, non ? Oh, on en est loin, hein. Vous savez, si on vous avait dit à un an du scrutin l'année dernière que François Hollande serait président de la République, peut-être que lorsqu'il était à 3% dans les sondages, vous auriez J'ai prononcé esquissé le mot risque. Vous êtes suffisamment... à sourire, oui. J'ai prononcé le mot risque. Oui, on verra. C'est quand même paniquant pour la gauche aujourd'hui. C'est très inquiétant, je le dis d'ailleurs, pas seulement depuis Villeneuve-sur-Lot, mais je le dis depuis le début du quinquennat. Nous nous éloignons tout à la fois de l'électorat populaire. L'électorat socialiste se réfugie dans l'abstention. Il n'y avait d'ailleurs même pas de candidat socialiste. Et d'évidence, l'électorat écologiste est également rétif à se déplacer aux élections partielles, qui sont toujours un baromètre. Alors évidemment, le baromètre ne dit pas forcément toujours ce qu'est la réalité, mais tout de même, c'est une bonne indication. Oui, et là, pour le coup, on arrive à une situation plus qu'inquiétante pour les forces politiques ce matin, qui soutiennent le gouvernement. Vous allez réfléchir, évidemment, avec les Verts et probablement avec votre partenaire de gauche, est-ce qu'il existe effectivement, puisque ça va très très vite maintenant le quinquennat, la possibilité qu'il n'y ait pas de candidat de gauche au deuxième tour si ça continue comme ça? Pourquoi ça changerait si on ne change pas de politique? On verra déjà aux élections municipales qui vont être très difficiles, qui arrivent en mars. Alors, là, il restera plus de 3 ans. L'essentiel, et 2 tiers des Français s'intéressent réellement à l'élection locale. Donc, ils vont regarder les bilans, ce qu'ont fait les maires, ce que sont les propositions de l'opposition. Mais incontestablement, j'ai vu un sondage aussi qui disait qu'un quart de l'électorat avait l'intention de sanctionner le gouvernement. Donc déjà, c'est un mauvais signal. Et juste après, arrivent les élections européennes, qui seront également, a priori, assez difficiles, pas seulement dans le pays d'ailleurs, mais au niveau européen. Marine Le Pen a déjà dit également. Pour les élections européennes qu'elle avait l'intention d'être le premier parti de France. Mais je vous trouve extraordinairement placide par rapport à cette situation. C'est une bérésina et là, vous êtes là, tranquille. Non, mais vous savez, moi, je suis malheureusement placide parce que je pense que dans les moments difficiles, il faut que les responsables politiques restent placides. Déjà, c'est une bonne chose de garder ses nerfs. Et puis, d'autre part, d'essayer d'avoir une analyse froide. Moi, cela fait un certain temps, je crois que vous le savez, que je fais des critiques, mais constructives par rapport à la politique économique et sociale du gouvernement. On a beaucoup cédé à l'Europe de Madame Merkel, on laisse beaucoup faire les marchés, on est même obsédé par ça par rapport à nos taux d'intérêt. Et en termes de politique budgétaire, on a le mot austérité, rigueur, réduction de dépenses. On va y revenir justement. La réalité, c'est qu'effectivement, par rapport aux services publics, par rapport aux nécessités du pouvoir d'achat, par rapport à la nécessité d'investissement productif, et en particulier en matière écologique, je parle des énergies renouvelables, du transport, d'autres sujets, eh bien là, il y a une distance qui s'opère de plus en plus entre celles et ceux qui ont voté pour François Hollande l'année passée. C'était il y a à peine un an. Je vais vous dire la réalité, je le disais à quelques amis ce week-end, on a l'impression qu'on est déjà à la fin du quinquennat tellement... oui, mais par exemple, quand François Mitterrand a instauré le tournant de la rigueur, ça aboutit quelques temps après à la cohabitation. Là, c'est pas la cohabitation, c'est les présidentielles qui vont se pointer. Le fait d'avoir fait disons le quinquennat avec en plus les élections législatives qui enchaînent, effectivement, donne un rythme très rapide, un peu à l'américaine. Et c'est en ce sens-là que les 18 premiers mois, il ne faut pas les rater. Et moi, je suis quand même Et on les inquiet. a ratés. La première année, incontestablement. La deuxième, l'an 2, eh bien, il faut essayer d'avoir plus de politique sociale, plus de politique écologiste, plus de politique volontariste, tout simplement. Et là, l'espèce d'entre-deux dans lequel nous sommes, en fait, inquiète tout le monde. L'opposition, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est pas une bonne chose que l'opposition soit aussi défaillante, aussi divisée, aussi sans proposition, parce que de facto, au deuxième tour, est-ce que vous allez voter, par exemple, et le 13 octobre, est-ce que vous appelez à voter? Ce qui se passe, c'est que, comme évidemment il y a un rejet de la politique gouvernementale, on pourrait penser que l'opposition pourrait en profiter. Non, mais est-ce que comme elle est extrêmement mauvaise, hop, c'est le Front National qui touche malheureusement les dividendes de cela. Est-ce que vous allez voter pour l'UMP, puisque vous avez un candidat dans cette affaire? Barrage au Front National, Front républicain. Et donc le 13 octobre, vous votez? J'anticipe votre question suivante et effectivement nous voterons UMP dimanche prochain parce que nous sommes clairs, nous ne sommes pas comme Monsieur Fillon qui, je crois, au-delà de l'erreur
tactique sur le plan politique, c'est extrêmement discrédité. Il a dit qu'il avait fait une maladresse. Non, mais il a insisté pendant un mois, il a essayé de marquer le fait que lui, il était réellement de droite par rapport à Sarkozy, réellement dur. Généralement, c'est plutôt le mou qui fait ce genre de choses, et je crois qu'il s'est lourdement discrédité dans l'opinion française. Je vais mettre un petit Nous sommes clairs à ce niveau-là. Là, on a fait le constat, mais je voudrais qu'on mette un petit peu d'ordre par rapport à tout ce que vous venez de dire, justement. Donc, vous critiquez la politique budgétaire. Est-ce que vous allez voter le budget? Est-ce qu'ils ont eu raison de reculer hier sur le BE, puisqu'il y a eu l'histoire de Moscovici? Bon, je ne sais même pas s'ils ont avancé ou reculé sur le BE. C'est encore. Non, mais je parle de votre point de vue. Le MEDEF a applaudi. Pour nos auditeurs, dont je suis sûr qu'ils sont très informés, c'est l'excédent brut d'exploitation. Et le débat était. Oui, parce qu'effectivement, c'est un problème, pour le coup, encore de communication. On lance l'idée de dire on va, sans concertation, augmenter une taxe sur l'excédent brut d'exploitation. Et puis 10 jours plus tard, on recule. En fait, on aurait mieux fait de rien dire, comme ça aurait évité le recul, et tout simplement de dire ce que nous disions pendant la campagne présidentielle de François Hollande, c'est-à-dire qu'il faut taxer et imposer sur l'IS, l'impôt sur les sociétés, lorsqu'on ne le réinvestit pas. Voilà, ça c'est une chose simple, et selon la taille des entreprises. Essayons, si on restait sur ce qu'on avait dit pendant la campagne présidentielle, on serait beaucoup plus tranquille devant les électeurs. Je reprends très précisément ce que vous avez dit. À partir du moment où vous considérez que cette politique budgétaire est flottante, est-ce que vous allez voter le budget? Nous allons a priori voter le budget dans la mesure où nous sommes dans la majorité. Le budget, le problème. Vous êtes complètement incohérent. Vous dites non, pas du tout. Vous dites que c'est fabriqué n'importe comment, qu'il navigue à vue, et après vous dites on va le voter. Et alors mais c'est ce qu'on reproche au Vert, justement. Non, mais moi je vais vous dire. Mais un peu le cul entre deux chefs. Non, mais moi ils sont dans la critique et en même temps ils font oui chef. Exactement. On fait ni seulement dans la critique, ni oui chef. Et je sais que pour la Ve République, pour les politiques traditionnelles et quelque part non pas les journalistes traditionnels, mais c'est peut-être plus simple d'expliquer cela comme ça. Donc on veut le truc binaire. On est avec les socialistes, donc on fait tout avec les socialistes. On est dans l'opposition, on critique tout. En vérité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous essayons d'apporter quelque chose de positif. D'une part, le fait d'être capable de soutenir fidèlement et loyalement un gouvernement, y compris dans la difficulté, de dire franchement, et je vais vous dire, je serais beaucoup plus peinard à dire que le gouvernement, tout ça est formidable, etc. Je serais beaucoup plus tranquille. Je pense que pour la politique du pays, pour les Françaises et les Français qui souffrent, il vaut mieux dire parfois même des choses désagréables. Après, on fait des propositions. Ces propositions, elles ont notamment été reprises par le président de la République à la conférence environnementale, notamment sur la contribution climat-énergie et sur la rénovation thermique des bâtiments. Donc, nous réussissons mois après mois à engranger même pas d'ailleurs des bénéfices électoraux, parce que ça, ce sont les chroniqueurs qui racontent cela. Non, nous essayons de faire avancer la politique de la France en matière d'écologie. Donc, c'est insuffisant pour nous, d'où le fait qu'on râle, mais c'est assez positif pour qu'on puisse rester. Donc, vous voyez, tout ça est très simple. Mais je vais vous dire, vous êtes en train de m'expliquer qu'on ne peut pas flirter avec deux électorats en même temps. Ce matin, par exemple, dans Libération, finalement, Daniel Schneider explique il dit c'est une usine à couac, ce gouvernement. Il s'attaque d'ailleurs aux journalistes en disant les journalistes, les couacs, mais c'est une usine à couac parce qu'on ne peut pas être à la fois du côté de Florence et du côté de Mittal. Je vais vous dire, Guillaume Durand, je serais effectivement plus à l'aise si on donnait davantage de signaux de politique écologiste, de politique sociale, de politique, y compris de réforme institutionnelle vers la 6ème République. Donc cette politique plus volontariste, je l'appelle dans mes vœux. Mais comme, justement, je ne veux pas faire Jean-Luc Mélenchon passer mon temps, et d'ailleurs ça devient un vrai problème, y compris, on le voit sur cette cantonale, à critiquer tout et penser que l'ennemi principal, c'est le Parti Socialiste. Non, moi je ne considère pas que l'ennemi principal, c'est le Parti Socialiste. Je considère que l'ennemi principal, c'est le Front National, qu'il y a des opposants, c'est l'UMP et l'UDI. Il est à 40%. Vous n'allez quand même pas me dire qu'à Brignoles, par exemple, dans le Var, vous n'allez quand même pas me dire qu'il y a 40% de gens d'extrême droite. Par exemple, Harlem Désir dit extrême droite, extrême droite. Je vais vous dire, il y aurait donc 40% de gens d'extrême droite à Brignoles dans le Var. Je vais vous dire, je ne suis pas non plus pour expliquer qu'ils ne le sont pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'électeurs réellement d'extrême droite derrière le Front National. Il y a un moment, on disait... mais c'est le... mais vous savez, je voulais que si vous me laissez une petite dizaine de minutes, je vous explique... j'essaie de vous expliquer, mais je suis sûr que vous le savez déjà, la situation de la mondialisation aujourd'hui, la situation aujourd'hui d'un pays comme le nôtre qui a eu un lourd développement séculaire et historique, qui effectivement face à ce qui se passe en termes de développement des émergents, à des réponses qui sont tout à la fois sociales et difficiles. Par exemple, je vais vous donner un chiffre tout simple, c'est que dans les années 75, lorsqu'on a fait le G8, je crois que c'était de l'ordre de 62% du PIB, le G8. Aujourd'hui, le G8, c'est 42%.
Donc il y a 20% de PIB en moins, en 38 ans. Donc voilà, donc la situation du pays ne peut pas être la même. Donc il faut des réformes. Et les réformes, pour moi, elles ne sont pas les réformes libérales ou les réformes de la baisse du coût du travail. Elles sont notamment des réformes sur l'éducation, sur la formation professionnelle, sur le service public, sur la recherche et l'innovation. C'est pour ça d'ailleurs que l'économie verte que nous cherchons à promouvoir, ça paraît essentiel dans le monde de demain pour avoir des emplois. Donc vous voyez, des propositions, on en a, on en fait, et c'est en ce sens-là que nous sommes dans ce gouvernement, que nous essayons de l'appuyer. Mais vous l'avez vu, oui, fidèle, loyal, critique et propositionnel. Mais je vous dis aussi une chose très simple, c'est que quand je vois, et je conclue là-dessus, excusez-moi, les grands lobbies industriels, productivistes, qui depuis notamment un mois passe la faucheuse sur les écolos, parce que justement on a réussi à obtenir le fait qu'il n'y ait pas de gaz de schiste dans ce pays. Nous sommes en train d'obtenir la réduction de la part du nucléaire dans notre pays. Nous réussissons à mettre en place la contribution climat-énergie. Donc vous voyez, tout à la fois, bien sûr, je dis des critiques parce que vous m'avez posé des questions sur ces sujets-là. Je dis aussi des choses positives parce qu'il y a ces avancées-là, notamment annoncées par le chef de l'État à la conférence. Mais vous n'avez pas le sentiment qu'avec la bataille entre Duflot et Valls, vous avez contribué justement à enfoncer la gauche, enfoncer le président de la République et créer le climat psychologique de l'élection de la cantonale de Brignoles? Non, je crois que c'est un phénomène beaucoup plus lourd. C'est un peu ce que je viens de vous dire. C'est la mondialisation inquiète. L'Europe n'apporte pas du tout les réponses. Et petit à petit, c'est vrai qu'au niveau national, tous les éléments de sécurité, et pas seulement liés à l'insécurité des personnes et des biens, mais aussi à la question du service public, à la question de l'éducation, de la santé, du transport, de la vie quotidienne. Mais par exemple, quand on non, je ne parle pas tranquillement parce que je suis très inquiet. Oui, non, mais oui, ça, je l'ai perçu. Mais quand vous avez le compagnon de Cécile Duflot, ça n'a aucun rapport avec les dirigeants des Verts, qui traitent plus ou moins Valls de fasciste, on se dit quand même que c'est peut-être l'arrière-pensée d'une partie des dirigeants, en tout cas des Verts en général, et que ça contribue considérablement à affaiblir l'autorité du gouvernement. Depuis bien longtemps, je me suis astreint à ne pas commenter les tweets des compagnons. Les tweets des compagnons. Et je vais vous dire, parce que j'ai vu par exemple que chez un de vos confrères, paraît-il, de la presse libérale du matin, on faisait beaucoup de commentaires sur les compagnons des uns et des autres. Non, heureusement que les politiques ne font pas des commentaires sur les compagnons et les compagnonnes des journalistes, parce qu'à la fin, vous savez, il n'y aurait plus beaucoup de République. Et je le dis gentiment, et pas pour vous, Guillaume Durand, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais je dis attention, parce que justement, tout cela aussi aide beaucoup le Front National. Et quand je vois aujourd'hui certains médias, y compris de services publics, qui font le truc anti-politique, anti-service public, en allant chercher, en faisant les mauvais magistrats à Cour des comptes, tous les dysfonctionnements par-ci, par-là, ça aussi, ça renforce le Front National. Donc vous savez, la part des uns et des autres est tout à fait partagée sur le sujet, mais le vrai sujet, c'est l'emploi, c'est la vie quotidienne, c'est le logement, c'est le transport. Ça, c'est vrai que là, il y a un sujet, d'où d'ailleurs mon ire et mon mécontentement sur la question de la politique budgétaire, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat. C'est que quand on dit on fait des réductions de dépenses, mais on réduit quoi comme dépenses? La droite m'amuse beaucoup là-dessus. Est-ce qu'elle dit nous voulons réduire des dépenses et ne font que des amendements d'augmentation de dépenses, justement? Alors, vous allez me répondre par une date. Emmanuel Cosse, elle prend la tête des Verts quand? Alors, Emmanuel Cosse, elle est la tête de liste de la motion pour un cap écologiste oui, mais d'accord, mais au congrès des Verts. Et si les militantes et les militants votent pour elle, ce que je souhaite, eh bien, cela se passerait au congrès de Caen, le 30 novembre. Monsieur Guillaume Durand. Merci beaucoup, Jean-Vincent Placé, d'être venu passer une partie de votre matinée sur l'antenne. Merci encore de m'avoir invité. De LCI et de Radio Classique. Bonne journée à vous. On se retrouve évidemment avec nos camarades d'LCI et sur Radio Classique dans une seconde.